Vous savez, la plupart des gens pensent que la justice est une ligne droite. Que si vous consacrez votre vie à combattre le crime, si vous respectez la loi avec une intégrité absolue, vos proches suivront naturellement le même chemin vertueux. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu qu'Henri Blanc, magistrat respecté de 58 ans, et une simple adresse griffonnée sur un mandat de perquisition, brise complètement cette illusion et révèle une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Je m'appelle Michel Dubois. Vous regardez, leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants, et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Henri Blanc avait 58 ans ce matin-là de novembre 2019, quand il se tenait devant le 47 rue de la Pomme à Toulouse, tenant dans sa main tremblante un mandat de perquisition qui allait détruire sa vie. 25 années de magistrature l'avaient endurci contre bien des choses, mais rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait derrière cette porte en chêne massif. Le vent froid de novembre fouettait son visage tandis qu'il observait l'immeuble haussmannien aux façades immaculées. Cet appartement au 3e étage était supposé abriter le cerveau du plus grand réseau de trafic de drogue du sud-ouest de la France. 3 ans d'enquête minutieuse avaient mené à cette adresse. 3 ans à traquer un fantôme que les services de police surnommaient le professeur, un homme d'une intelligence redoutable qui orchestrait son empire criminel avec une précision chirurgicale. Henri ajusta sa cravate noire, un geste machinal qu'il faisait toujours avant les moments cruciaux. À ses côtés, le commandant Moreau de la brigade des stupéfiants piétinait d'impatience. « Monsieur le juge, nous y allons. » Henri hocha la tête, mais quelque chose dans cette adresse lui semblait étrangement familier. Une sensation désagréable qu'il ne parvenait pas à identifier. L'ascenseur grinça jusqu'au 3e étage. Le couloir sentait l'encaustique et le silence. Henri s'arrêta devant la porte marquée « 3B ». Son cœur battait plus fort que d'habitude, sans qu'il comprenne pourquoi. Peut-être était-ce l'aboutissement de cette enquête qui l'obsédait depuis si longtemps. Peut-être était-ce autre chose. Le commandant Moreau frappa 3 coups secs. « Police. Ouvrez. » Silence. Puis le bruit métallique de la serrure qu'on force. La porte s'ouvrit sur un appartement d'une élégance raffinée. Parquet en point de Hongrie, moulure au plafond, mobilier de designer. Rien qui évoquait l'antre d'un trafiquant. Henri pénétra dans le salon, ses pas résonnant sur le parquet ciré. Ses yeux de magistrat scrutaient chaque détail, les livres de droit alignés avec soin sur les étagères, le bureau en acajou où trônait un ordinateur portable fermé, les diplômes encadrés au mur. Tout respirait la respectabilité bourgeoise. Mais c'est quand son regard se posa sur la bibliothèque qu'Henri sentit le monde basculer. Là, entre un code pénal et un traité de criminologie, se trouvait un livre qu'il reconnaissait parfaitement, Les fondements de la justice moderne, par Henri Blanc. Son propre ouvrage, publié 10 ans plus tôt. Mais ce n'était pas n'importe quelle édition. C'était l'exemplaire dédicacé qu'il avait offert à son fils Thomas pour ses 20 ans. La dédicace qu'il avait écrite de sa propre main dansait devant ses yeux, à Thomas, « Mon fils, en espérant que tu suivras le chemin de la justice avec autant de passion que ton père. Avec tout mon amour, papa. » Henri sentit ses jambes se dérober. Il s'agrippa au bord du bureau, la respiration coupée. Non, ce n'était pas possible. Il devait y avoir une explication. Thomas était étudiant en droit à Paris. Il l'appelait chaque dimanche. Il lui envoyait de l'argent pour ses études. Monsieur le juge, regardez ça. La voix du commandant Moreau résonna comme un coup de tonnerre. Il tenait dans ses mains une photo encadrée posée sur le bureau. Une photo qu'Henri connaissait par cœur, lui et Thomas lors de la remise de diplôme du lycée, 5 ans plus tôt. Ils souriaient tous les deux, Henri la main posée fièrement sur l'épaule de son fils. Le silence qui suivit fut assourdissant. Moreau regardait alternativement la photo et Henri, comprenant lentement l'impossible vérité. « Monsieur le juge, cet appartement, il appartient à votre fils ?» Henri ne pouvait plus parler. Sa gorge était nouée, ses mains tremblaient. Autour de lui, les policiers continuaient leurs recherches, inconscients du drame qui se jouait. Ils découvraient des téléphones cryptés, des carnets de comptes, des clés USB. Toutes les preuves d'un empire criminel sophistiqué. Dans le tiroir du bureau, Moreau trouva une carte d'identité. Thomas Blanc, 25 ans, né à Toulouse. Il leva les yeux vers Henri. « Monsieur le juge,
je dois vous demander de vous retirer de cette enquête. Il y a conflit d'intérêts. Mais Henri n'entendait plus rien. Il fixait une autre photo sur le bureau, Thomas enfant, le jour où Henri avait été nommé juge. Le petit garçon de 8 ans regardait son père avec une admiration sans borne. Quand cette admiration s'était-elle transformée en trahison? Quand avait-il perdu son fils? Le téléphone d'Henri vibra. Un message. De Thomas. Papa, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Je t'aime. Envoyé il y a 1 heure. 1 heure avant que son monde s'effondre. Henri Blanc, le magistrat intègre qui avait consacré sa vie à la justice, venait de découvrir que pendant des années, il avait traqué son propre fils. L'homme qu'il cherchait à mettre derrière les barreaux était celui qu'il avait élevé, celui qu'il aimait plus que tout au monde. Mais ce n'était que le début. Car Henri allait bientôt découvrir que cette trahison cachait une vérité encore plus dévastatrice sur lui-même, sur ses choix de père, et sur le prix terrible de son obsession pour la justice. Une vérité qui allait le forcer à choisir entre tout ce en quoi il avait toujours cru et l'amour qu'il portait à son fils. Que feriez-vous si vous découvriez que votre plus grande réussite professionnelle était aussi votre plus grand échec personnel? Vous vous demandez sûrement comment un père peut être si aveugle aux activités de son propre fils. Comment Henri, un homme dont le métier était de démasquer les criminels, avait-il pu passer à côté de la double vie de Thomas? La réponse est plus douloureuse que vous ne l'imaginez, car elle révèle une vérité que beaucoup de parents refusent d'admettre. Parfois, c'est notre amour même qui nous aveugle. Laissez-moi vous ramener 15 ans en arrière, dans cette même ville de Toulouse, quand Thomas n'avait que 10 ans et qu'Henri venait de perdre sa femme, Marie, dans un accident de voiture. C'était un soir de décembre 2004, et Henri se tenait dans la cuisine de leur maison familiale, tenant dans ses mains le rapport d'école de Thomas. Des notes excellentes, comme toujours. Mais aussi une note de l'institutrice, Thomas semble isolé depuis le décès de sa maman. Il aurait besoin de plus d'attention paternelle. Henri avait froissé cette note et l'avait jetée à la poubelle. Pas par méchanceté, mais parce qu'il ne savait tout simplement pas comment faire. Comment un homme qui passait 12 heures par jour au tribunal pouvait-il combler le vide laissé par une mère? Sa solution avait été simple, travailler encore plus dur pour offrir à Thomas la meilleure éducation possible. L'argent remplacerait l'affection. Le succès professionnel compenserait l'absence émotionnelle. Thomas avait appris très tôt à mentir à son père. Pas par malice, mais par nécessité. Quand Henri lui demandait « Comment s'est passée ta journée ?», Thomas répondait toujours « Très bien, papa », même les jours où il avait pleuré seul dans la cour de récréation. Même les soirs où il s'endormait en serrant la photo de sa mère contre sa poitrine. À 15 ans, Thomas avait découvert que son père était respecté, craint même, dans toute la ville. Les gens baissaient la voix quand il prononçait le nom « Blanc ». Cette révélation avait été à la fois une fierté et un fardeau. Comment être à la hauteur d'un père si parfait? Comment attirer l'attention d'un homme qui ne voyait que la justice? C'est à cette époque que Thomas avait commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Pas les délinquants classiques, non. Thomas était trop intelligent pour cela. Il s'était rapproché de Malik, un étudiant en économie de 3 ans son aîné, qui lui avait ouvert les yeux sur les opportunités que pouvait offrir le trafic de drogue à petite échelle. Tu vois, Thomas, lui avait dit Malik un soir dans un café près du lycée, ton père combat le crime organisé, mais il ne comprend pas comment ça fonctionne vraiment. Nous, on peut faire mieux. Plus propre, plus intelligent. Thomas avait écouté, fasciné malgré lui. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui parlait comme à un adulte, reconnaissait son intelligence. Henri, pendant ce temps, rentrait chaque soir de plus en plus tard. Il était en pleine ascension professionnelle, nommé juge d'instruction spécialisé dans les affaires de criminalité organisée. Ses succès faisaient la une des journaux locaux. Le juge Blanc frappe encore, titrait la Dépêche du Midi. Mais Henri ne voyait pas que Thomas découpait religieusement ses articles et les collait dans un cahier secret. Le premier mensonge important de Thomas avait eu lieu à 17 ans. Henri lui avait demandé d'où venait l'argent qui lui permettait de s'acheter des vêtements de marque. « J'ai trouvé un job de tutorat, papa. Je donne des cours de maths à des collégiens. » Henri avait souri, fier de l'initiative de son fils. Il n'avait jamais cherché à vérifier. Pourquoi l'aurait-il fait? Thomas avait toujours été un enfant modèle. En réalité, Thomas avait commencé à revendre de la marijuana dans son lycée. Rien de spectaculaire, juste assez pour se faire un peu d'argent de poche. Mais surtout, assez pour se sentir important, respecté. Ses camarades venaient le voir, lui demandaient des services.
Pour la première fois, Thomas avait l'impression d'exister. L'ironie était cruelle, Thomas utilisait les méthodes qu'il avait apprises en observant son père. Il était méticuleux, discret, ne laissait jamais de preuves. Il étudiait les dossiers que Henri laissait parfois traîner sur son bureau, apprenant par cœur les erreurs des criminels que son père poursuivait. Si je devais faire ça, se disait-il, je ne ferais jamais ces erreurs stupides. À 18 ans, quand Henri lui avait offert une voiture pour son baccalauréat, Thomas avait pleuré. Pas de joie, mais de culpabilité. Car cette voiture, il aurait pu se l'acheter lui-même avec l'argent de ses trafics. Mais Henri ne le savait pas. Henri ne savait rien. « Papa, avait dit Thomas ce soir-là, est-ce que tu m'aimes » Henri, surpris par cette question soudaine, avait répondu, « Bien sûr que je t'aime, Thomas. Tout ce que je fais, c'est pour toi. » Mais Thomas avait entendu autre chose dans cette réponse. Il avait entendu, « Je t'aime pour ce que tu représentes, pas pour ce que tu es. » Quand Thomas était parti étudier le droit à Paris, du moins, c'est ce qu'Henri croyait, il avait en réalité déménagé dans cet appartement de la rue de la Pomme à Toulouse. Il avait créé une fausse inscription universitaire, de faux relevés de notes qu'il envoyait régulièrement à son père. Henri, débordé par ses affaires, ne vérifiait jamais. Les appels du dimanche étaient devenus un rituel douloureux. Henri demandait des nouvelles des études, Thomas inventait des anecdotes sur des professeurs imaginaires, des examens fictifs. « Je suis fier de toi, mon fils, disait Henri. Et Thomas sentait son cœur se briser un peu plus à chaque fois. Car Thomas n'était pas devenu un criminel par appât du gain. Il était devenu un criminel pour prouver qu'il pouvait réussir quelque chose que son père ne pourrait jamais contrôler, quelque chose qui lui appartiendrait entièrement. Il avait construit son empire en utilisant tout ce que Henri lui avait enseigné sur la justice, retournant ses leçons contre leur créateur. Et maintenant, dans cet appartement silencieux où résonnaient encore les pas des policiers, Henri commençait à comprendre l'ampleur de son aveuglement. Chaque signe qu'il avait ignoré, chaque mensonge qu'il avait gobé, chaque « je t'aime papa » qui cachait un « pourquoi ne me vois-tu jamais vraiment ?» Mais Henri ne savait pas encore le pire. Il ne savait pas que Thomas avait toujours espéré être arrêté par son père. Que dans son esprit tordu par des années de solitude émotionnelle, être poursuivi par Henri était la seule façon d'obtenir enfin toute son attention. Comment un père peut-il réparer 15 années d'amour mal exprimé quand son fils est devenu l'ennemi qu'il a juré de combattre ? 3 jours s'étaient écoulés depuis la découverte, et Henri n'avait pas fermé l'œil. Il était assis dans son bureau du palais de justice de Toulouse, fixant le dossier ouvert devant lui. 68 pages de preuves accablantes contre Thomas Blanc, alias le professeur. Son propre fils était devenu l'homme le plus recherché du sud-ouest de la France, et lui, Henri, était le magistrat chargé de l'affaire. Le procureur général, maître Rousseau, venait de sortir de son bureau après une conversation qui avait duré 2 heures. « Henri, vous devez vous récuser. » C'est évident. Mais Henri avait refusé. « Si je me récuse maintenant, Thomas comprendra que nous savons. Il disparaîtra dans la nature. Cette enquête de 3 ans sera perdue. » Ce qu'Henri ne disait pas, c'est qu'il avait besoin de comprendre. Comprendre comment son fils était devenu cet homme que décrivaient les rapports de police. Un chef de réseau impitoyable qui contrôlait le trafic de cocaïne depuis Marseille jusqu'à Bordeaux. Un homme qui avait sur les mains la destruction de centaines de familles. Henri ouvrit le dossier à la page 23. Une photo de surveillance prise 6 mois plus tôt montrait Thomas sortant d'un entrepôt à Blagnac. Il portait un costume 3 pièces, des lunettes de soleil, et avait cette démarche assurée qu'Henri lui avait toujours connue. Mais son visage avait changé. Il y avait une dureté dans ses traits que Henri ne reconnaissait pas. Le téléphone sonna. « Monsieur le juge ? C'est le commandant Moreau. Nous avons du nouveau. » Henri décrocha, la main tremblante. « Nous avons intercepté des communications. Votre Thomas organise une réunion ce soir. Tous les chefs de réseau du Sud-Ouest seront présents. C'est notre chance de les prendre tous. » Henri ferma les yeux. Où ? Dans un restaurant de Colomiers. Le Petit Toulouse. Vous connaissez ? Henri connaissait. C'était le restaurant où il avait emmené Thomas pour ses 18 ans. Où ils avaient célébré son baccalauréat. L'ironie était si cruelle qu'elle en devenait presque comique. « Monsieur le juge ? Vous êtes toujours là ? » Oui. Préparez l'intervention. Je signe les mandats d'arrêt. Henri raccrocha et prit sa tête entre ses mains. Il allait signer l'ordre d'arrestation de son propre fils.
L'homme qu'il avait porté dans ses bras quand il était bébé, à qui il avait appris à faire du vélo, qu'il avait consolé après ses premiers chagrins d'amour. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau. En bas, sur la place du Capitole, les gens vaquaient à leurs occupations, inconscients du drame qui se jouait au 4e étage du palais de justice. Henri envoya un message à Thomas. « Mon fils, j'aimerais qu'on se voie ce soir. Il faut qu'on parle. » La réponse arriva immédiatement. « Désolé papa, j'ai un dîner important ce soir. Demain peut-être ?» Henri sentit son cœur se serrer. Même maintenant, même en sachant la vérité, Thomas continuait à mentir. À 18h, Henri était dans la voiture de surveillance garée face au restaurant. À travers les vitres teintées, il pouvait voir l'intérieur du Petit Toulouse. Thomas était déjà là, installé à la table du fond, la même table où ils avaient dîné 5 ans plus tôt. Il portait le costume bleu marine qu'Henri lui avait offert pour Noël. « Monsieur le juge, » murmura Moreau, « les autres arrivent. Vous voyez l'homme chauve qui entre ? C'est Salvatore Marini, le chef du réseau marseillais. Et la femme blonde, c'est Nadia Kowalski, elle contrôle tout le trafic vers l'Espagne. » Henri regardait son fils serrer la main de ces criminels endurcis, sourire, plaisanter avec eux. Thomas avait l'air parfaitement à l'aise, comme s'il était né pour ça. Comment était-ce possible ? Comment le petit garçon qui pleurait en regardant Bambi était-il devenu cet homme ? Papa ? Henri sursauta. Moreau le regardait avec inquiétude. Vous avez dit quelque chose ? Henri réalisa qu'il avait parlé à voix haute. Non, rien. Continuait la surveillance. À travers les micros directionnels, il pouvait entendre des bribes de conversation. Thomas expliquait une nouvelle route d'approvisionnement, parlait de marge bénéficiaire et de gestion des risques avec le vocabulaire froid d'un homme d'affaires. Henri reconnaissait dans sa façon de parler l'éducation qu'il lui avait donnée, les principes de logique et d'analyse qu'il lui avait enseignés. Il est brillant, murmura un jeune policier. On dirait un PDG qui présente son plan d'affaires. Henri eut envie de hurler, c'est mon fils. C'est moi qui lui ai appris à réfléchir comme ça. Mais il resta silencieux, rongé par la culpabilité. À 21h, Thomas se leva pour aller aux toilettes. C'était le signal. Tous les hommes en position, ordonna Moreau dans son micro. On y va dans 2 minutes. Henri sentit ses mains devenir moites. Dans 2 minutes, son fils serait arrêté. Dans 2 minutes, sa vie de père prendrait fin. Thomas revint s'asseoir, et Henri put voir son visage de profil. Il y avait quelque chose de différent dans son expression. Une tristesse qu'Henri n'avait pas remarquée avant. Thomas regardait son téléphone, le message que Henri lui avait envoyé plus tôt. Puis il leva les yeux vers la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Maintenant, cria Moreau. Les portes du restaurant s'ouvrirent brutalement. Police. Personne ne bouge. Les clients civils hurlèrent, se jetèrent sous les tables. Mais Thomas, lui, ne bougea pas. Il resta assis, les mains posées calmement sur la table, et regarda droit vers la voiture de surveillance. Henri eut la sensation terrifiante que Thomas savait. Qu'il avait toujours su. Que cette arrestation, d'une certaine manière, était exactement ce qu'il attendait. Quand les menottes se refermèrent sur les poignets de Thomas, Henri vit son fils sourire. Pas un sourire de défi ou de mépris. Un sourire triste, presque soulagé. Comme si enfin, après toutes ces années, il allait avoir l'attention totale de son père. Henri sortit de la voiture et marcha vers le restaurant. Thomas fut emmené devant lui, escorté par 2 policiers. Leurs regards se croisèrent une seconde. Thomas articula silencieusement « Salut, papa ». Henri comprit à cet instant que son fils avait orchestré sa propre arrestation. Que tout ce temps, Thomas avait voulu être arrêté par lui. C'était sa façon tordue de dire « Regarde-moi enfin, papa. Vois qui je suis vraiment devenu. » Mais Henri ne savait pas encore que le pire était à venir. Car dans quelques heures, il allait découvrir pourquoi Thomas avait vraiment choisi cette vie. Et cette révélation allait ébranler les dernières certitudes qui lui restaient sur lui-même en tant que père. Que se passe-t-il quand vous réalisez que votre plus grand succès professionnel repose sur votre plus grand échec personnel ? 24 heures après l'arrestation, Henri se tenait devant la porte de la cellule de garde à vue numéro 7. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tenait la clé que le commandant Moreau venait de lui remettre. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça, monsieur le juge ? Vous n'êtes plus officiellement sur l'affaire. » Henri avait passé la nuit à réfléchir.
Il s'était récusé du dossier le matin même, mais il avait obtenu l'autorisation de s'entretenir avec Thomas avant son transfert. « J'ai besoin de comprendre », avait-il dit au procureur général. « J'ai besoin de savoir pourquoi. » La porte s'ouvrit sur une cellule spartiate. Thomas était assis sur le banc métallique, toujours vêtu de son costume froissé de la veille. Il leva les yeux quand Henri entra, et pour la première fois depuis des années, père et fils se retrouvèrent seuls dans la même pièce. « Bonjour, papa, » dit Thomas avec un calme déconcertant. « Tu as l'air fatigué. » Henri referma la porte derrière lui et s'appuya contre le mur. Les mots ne venaient pas. Comment commencer une conversation avec son fils quand on vient de découvrir qu'il est un criminel? « Tu veux savoir pourquoi ?» dit Thomas, comme s'il lisait dans ses pensées. « C'est pour ça que tu es là, non ?» Henri hocha la tête, incapable de parler. Thomas se leva et marcha vers la petite fenêtre grillagée. « Tu te souviens de mes 15 ans, papa? Quand maman est morte depuis 5 ans déjà, et que tu m'as emmené dîner au Petit Toulouse pour me dire que tu avais été promu juge d'instruction ?» Henri se souvenait. C'était un soir de mars 2009. Il était si fier de sa promotion, si excité de partager cette nouvelle avec Thomas. « Tu m'as dit ce soir-là, Thomas, maintenant je vais vraiment pouvoir faire la différence. Je vais pouvoir combattre les vrais criminels, ceux qui détruisent notre société. Tu te souviens de tes mots exacts ?» Henri sentit sa gorge se serrer. Il se souvenait. « Et puis tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as ajouté, un jour, j'espère que tu seras aussi fier de moi que je le serai de toi quand tu suivras mes traces. » Thomas se retourna vers son père. « Ce soir-là, papa, j'ai compris que je ne serai jamais assez bien pour toi. Parce que comment peut-on être fier d'un fils qui n'existe même pas dans ta vie ?» Henri voulut protester, mais Thomas leva la main. « Laisse-moi finir. Tu veux comprendre? Alors écoute. » Thomas retourna s'asseoir, ses mains jointes devant lui. « Après cette soirée, j'ai commencé à observer ton travail. Vraiment l'observer. Je lisais tes dossiers quand tu les laissais traîner. J'écoutais tes conversations téléphoniques. Et tu sais ce que j'ai découvert ?» Henri secoua la tête. « J'ai découvert que tu étais passionné. Pour la première fois de ma vie, je voyais mon père passionné par quelque chose. Tes yeux brillaient quand tu parlais d'une enquête, tu t'animais quand tu expliquais une stratégie judiciaire. Tu étais vivant, papa. Vraiment vivant. » Thomas marqua une pause, et Henri vit des larmes briller dans ses yeux. « Alors j'ai pensé, si je ne peux pas avoir ton amour en étant ton fils, peut-être que je peux avoir ton attention en devenant ton ennemi. » Les mots frappèrent Henri comme un coup de poing. « Thomas. Non, papa. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu veux savoir comment j'ai construit mon réseau? En utilisant tout ce que tu m'avais appris. Chaque erreur que tu me montrais dans tes dossiers, je me promettais de ne jamais la commettre. Chaque faille que tu identifiais dans les organisations criminelles, je la corrigeais dans la mienne. » Thomas se leva et se mit à faire les 100 pas dans la cellule étroite. « J'ai étudié tes méthodes d'investigation pour les contourner. J'ai analysé tes succès pour comprendre comment tu pensais. Je suis devenu le criminel parfait, papa, parce que j'avais le meilleur professeur du monde, toi. » Henri sentit ses jambes faiblir. Il se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. « Et tu sais le plus ironique dans tout ça, » continua Thomas. « Plus je devenais doué, plus tu me traquais avec acharnement. Sans le savoir, tu me donnais enfin l'attention que j'avais toujours désirée. Quand tu rentrais le soir en parlant du professeur, de ce criminel insaisissable qui te donnait du fil à retordre, j'avais l'impression que tu parlais enfin de moi avec passion. » Thomas s'arrêta devant Henri et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Papa, regarde-moi. » Henri leva les yeux, et vit dans ceux de son fils toute la douleur accumulée pendant des années. « Je n'ai jamais voulu l'argent. Je n'ai jamais voulu le pouvoir. Je voulais juste que mon père me voie. Vraiment me voir. » Henri sentit les larmes couler sur ses joues. « Thomas, je ne savais pas? » »« Bien sûr que tu ne savais pas. Tu étais trop occupé à sauver le monde pour voir que ton propre fils était en train de se noyer. » Le silence qui suivit fut lourd de 15 années de malentendus, de mots non dits, d'amour mal exprimé. « Papa, » dit finalement Thomas, sa voix plus douce, « tu veux savoir pourquoi j'ai choisi le Petit Toulouse pour cette réunion? Pourquoi j'ai pris le risque de tous nous faire arrêter ?» Henri hocha la tête, incapable de parler. « Parce que je savais que tu comprendrais le message. Ce restaurant, c'est le seul endroit où j'ai eu l'impression d'avoir ton attention complète,
ne serait-ce que le temps d'un repas. Je voulais que tu saches que c'était fini. Que j'étais fatigué de jouer à ce jeu. Thomas tendit la main et toucha doucement l'épaule de son père. Je suis désolé, papa. Désolé d'avoir détruit tant de vies pour attirer ton attention. Désolé d'avoir utilisé ton amour de la justice contre toi. Mais je ne suis pas désolé d'avoir enfin réussi à te faire venir dans cette cellule pour me parler. Pour la première fois depuis des années, tu es là, vraiment là, juste pour moi. Henri prit la main de son fils dans les siennes. Thomas, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment te le montrer. Je sais, papa. Et moi aussi, je t'aime. C'est pour ça que je vais accepter ma condamnation. C'est pour ça que je vais coopérer avec la justice. Parce que c'est le seul moyen de réparer une partie du mal que j'ai fait. Henri réalisa à cet instant que son fils, malgré tout ce qu'il avait fait, était resté fondamentalement bon. Qu'il y avait encore en lui l'enfant qui voulait juste rendre son père fier. Mais Henri savait aussi que cette révélation arrivait trop tard. Que les choix qu'ils avaient faits, tous les deux, allaient les séparer à jamais. Comment un père peut-il pardonner à son fils quand il réalise que c'est lui-même qui l'a poussé vers l'abîme? 6 mois plus tard, Henri Blanc se tenait dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Toulouse. Mais cette fois, il n'était pas derrière le bureau du juge. Il était à la barre des témoins, face à son fils assis au banc des accusés. Thomas portait un costume sombre, ses cheveux étaient coupés courts, et il avait ce regard calme qu'Henri lui avait toujours connu. Le juge Martineau, qui avait repris l'affaire après la récusation d'Henri, venait de prononcer les mots que tout le monde attendait. « Monsieur Henri Blanc, en tant que père de l'accusé, vous avez demandé à témoigner. La parole est à vous. » Henri se leva lentement. Dans la salle bondée, il reconnut des journalistes, des collègues magistrats, des familles de victimes de la drogue. Tous les regards étaient braqués sur lui. L'homme qui avait consacré sa vie à combattre le crime organisé allait témoigner contre son propre fils. « Monsieur le Président, » commença Henri, sa voix claire malgré l'émotion, « je ne suis pas ici aujourd'hui en tant que magistrat. Je suis ici en tant que père. Un père qui a échoué. » Un murmure parcourut l'assistance. Thomas leva les yeux vers son père, surpris par ses premiers mots. « Pendant 25 ans, j'ai cru que la justice était une ligne droite. Que si l'on respectait la loi, si l'on combattait le crime avec intégrité, tout le reste suivrait naturellement. J'ai appliqué cette logique à ma vie professionnelle, et j'ai pensé qu'elle s'appliquerait aussi à ma vie personnelle. » Henri marqua une pause, regardant directement Thomas. « Je me trompais. Car en me consacrant entièrement à la justice, j'ai oublié l'essentiel, être juste envers mon propre fils. » L'avocat de Thomas, Maître Durand, écoutait attentivement. Il savait que ce témoignage pouvait changer le cours du procès. « Thomas Blanc, » continua Henri, « l'homme que vous jugez aujourd'hui, n'est pas né criminel. Il est devenu criminel parce que son père était trop aveuglé par sa mission pour voir la détresse de son enfant. Parce que j'ai confondu amour et négligence, autorité et absence. » Henri sortit de sa poche une lettre froissée. « Hier soir, mon fils m'a écrit une lettre depuis sa cellule. Il me demande de ne pas témoigner en sa faveur, de ne pas essayer d'atténuer sa responsabilité. Il veut assumer pleinement les conséquences de ses actes. Et c'est exactement pour cette raison que je dois témoigner. » Il déplia la lettre, mais ne la lut pas. Il la connaissait par cœur. Thomas me dit dans cette lettre qu'il a détruit des vies, qu'il a causé la mort de jeunes gens par overdose, qu'il a brisé des familles. Il a raison. Et il doit être condamné pour cela. Mais moi, Monsieur le Président, qui me condamnera pour avoir créé les conditions qui ont mené à ces crimes? Le silence dans la salle était total. Même les journalistes avaient arrêté de prendre des notes. Je ne demande pas la clémence pour mon fils. Je demande que cette cour comprenne que derrière chaque criminel se cache parfois un enfant qui n'a jamais eu l'amour dont il avait besoin. Et que derrière chaque enfant négligé se cache parfois un parent qui croyait bien faire. Henri se tourna vers les familles de victimes présentes dans la salle. Aux familles qui ont perdu un être cher à cause des drogues vendues par l'organisation de mon fils, je présente mes excuses les plus profondes. Rien ne pourra réparer votre douleur. Mais sachez que Thomas et moi, nous porterons cette culpabilité jusqu'à la fin de nos jours. Thomas avait les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, il voyait son père non pas comme le juge intransigeant, mais comme l'homme brisé qu'il était devenu. « Monsieur le Président, » reprit Henri, « Thomas Blanc mérite d'être condamné sévèrement. Mais il mérite aussi une chance de réparer, dans la mesure du possible, le mal qu'il a causé.
Il a accepté de coopérer pleinement avec la justice, de dénoncer tous ses complices, de révéler toutes les ramifications de son réseau. Non pas pour obtenir une réduction de peine, mais parce qu'il a enfin compris ce que moi j'ai mis des années à comprendre, que la vraie justice commence par reconnaître ses erreurs. Henri fit une dernière pause, regardant une dernière fois son fils. « Thomas, si tu m'entends, sache que je suis fier de toi. Pas de ce que tu as fait, mais de l'homme que tu es en train de redevenir. Et sache que quand tu sortiras de prison, dans 10, 15 ou 20 ans, ton père sera là pour t'accueillir. Parce que c'est ça, l'amour inconditionnel que j'aurais dû te donner depuis le début. » Henri retourna s'asseoir. Dans la salle, plusieurs personnes pleuraient. Thomas regardait son père avec une expression qu'Henri n'avait jamais vue, de la gratitude mélangée à un amour profond et douloureux. 3 heures plus tard, le verdict tombait. Thomas Blanc était condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Mais le juge Martineau avait tenu compte de sa coopération et de son repentir sincère. Quand les menottes se refermèrent sur les poignets de Thomas, il regarda son père une dernière fois. « Merci, papa », articula-t-il silencieusement. Henri hocha la tête. Il savait qu'il venait de perdre son fils pour de longues années. Mais il savait aussi qu'il venait de le retrouver. 6 mois plus tard, Henri démissionnait de ses fonctions de magistrat. Il créait une association pour aider les familles de détenus et les enfants de parents trop absorbés par leur travail. Sa première visite était pour Thomas, dans sa cellule de la prison de Seyss. « Papa, lui dit Thomas ce jour-là, tu sais ce qui me fait le plus mal dans toute cette histoire ? » « Non, dis-moi. » « C'est de réaliser que si tu m'avais donné ne serait-ce qu'un dixième de l'attention que tu accordais à tes dossiers, rien de tout cela ne serait arrivé. » Henri prit la main de son fils à travers les barreaux. « Tu as raison. Mais tu sais ce qui me donne de l'espoir ? » « Quoi ? » ?»« C'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer correctement. Et que nous avons encore du temps devant nous pour réparer ce qui peut l'être. » Thomas sourit pour la première fois depuis des mois. « Oui, papa. Nous avons du temps. » Henri Blanc avait appris la leçon la plus douloureuse de sa vie, que la justice sans compassion n'est que vengeance, et que l'amour sans présence n'est qu'illusion. Mais il avait aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour devenir le parent que son enfant a toujours eu besoin qu'il soit. Car parfois, les plus grandes tragédies nous enseignent les plus belles vérités sur ce qui compte vraiment dans la vie.